Entretien avec Bertrand Rick, Paris, mars 2009. Distinction entre sécurité et sécurité fonctionnelle. Quelle est la mission de la sécurité fonctionnelle? L'obtention de la sécurité sur un site industriel se fait à travers toute une série de mesures qui incluent la formation, le management des risques, la conception des installations et les dispositifs de sécurité et de réduction de risque. Ces dispositifs sont essentiellement de deux types. Les premiers, qui sont des systèmes visant à réduire les conséquences des accidents. Les seconds, qui visent à réduire la probabilité d'occurrence des incidents qui vont mener aux accidents. C'est sur ces derniers systèmes que l'on peut parler de sécurité fonctionnelle, puisque l'on a des fonctions qui agissent pour réduire la fréquence des risques. La sécurité fonctionnelle est donc essentiellement une affaire de réduction de fréquence d'occurrence des incidents. Distinction entre culture déterministe et probabiliste. Quels sont les enjeux de ces cultures? Une approche prévaudrait-elle sur l'autre? C'est un sujet effectivement très intéressant, mais qu'il faut diviser en deux aspects. Un aspect strictement scientifique et un aspect qui est plus irrationnel ou émotionnel, si on peut dire. D'un point de vue rigoureux, scientifique, une approche déterministe chercherait à modéliser tous les états possibles d'un système de manière à être certain de son comportement, quoi qu'il arrive. Cette approche, bien évidemment, se heurte à la complexité des systèmes. Sur un système avec 2-3 entrées, un relais, un actionneur, cela reste possible, mais sur des systèmes informatisés, cela est quasiment impossible. L'aspect probabiliste, lui, permet de quantifier notamment les défaillances des différents matériels, mais ne s'applique pas en général à du logiciel qui n'a pas un comportement probabiliste, c'est-à-dire qui ne se comporte pas de manière aléatoire dans le temps, mais qui se comporte de manière justement déterministe en fonction de la manière dont il a été programmé. Les aspects probabilistes permettent de compléter les aspects déterministes, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire des calculs sur des comportements qui ont été choisis comme représentatifs du comportement complet du système, même si on ne sait pas décrire tous les comportements. D'un point de vue émotionnel, les choses sont nettement plus complexes en fait. L'idée qui prévaut, c'est que la sécurité reposerait finalement sur une série de recettes éprouvées, comme par exemple des surdimensionnements, ce qu'on trouve dans le bâtiment et les travaux publics, où on sait parfaitement comment on doit surdimensionner des piliers en béton, des poutres en acier, pour garantir la tenue des ouvrages. L'approche probabiliste apparaît dans ce cas comme une complication, comme quelque chose qui est éloigné de la réalité, du terrain, car très théorique effectivement à cause des formules, et sujette à caution en raison de la qualité des données, de retour d'expérience, de fiabilité des équipements qui est utilisée dans les formules. Donc il y a une certaine frilosité vis-à-vis de cette approche et il faut bien reconnaître que pour un ingénieur, pour un utilisateur final, l'aspect recette de cuisine apparaît simple, apparaît sûr et semble permettre d'éviter de se poser des questions. En fait, et c'est ce que les normes propose et impose, il s'agit de combiner les deux aspects. Par exemple, sur les aspects qu'on pourrait dire recettes de cuisine, on va imposer des contraintes d'architecture, des contraintes de redondance, de tolérance de panne. D'un autre côté, on va en même temps imposer des performances à travers des calculs de fiabilité des systèmes. Quoi qu'il en soit, les approches déterministes trouvent leurs limites, notamment par rapport à ce que les normes prescrivent, quand il n'existe pas d'autre état sûr que l'état nominal. Dans ce cas-là, les approches probabilistes deviennent indispensables. En conclusion, je dirais que les deux approches sont indissociables. C'est ainsi que les normes les définissent et les proposent. Forces agissantes en matière de sécurité. Technologie, normes, législation, compétitivité, valeurs sociétales. Quels mouvements ces forces ont eu ces 20 dernières années? Alors la sécurité, comme d'autres domaines, tels que l'éducation par exemple, est quelque chose qui ne rapporte rien de prime abord, tout au moins.
De la même façon, il est plus difficile de faire une usine sûre qu'une usine dangereuse. Et cela induit donc un effort de la part des ingénieurs et des hommes qui vont faire ce travail de conception d'une usine sûre. L'homme étant naturellement paresseux, on peut comprendre que ce type de travail n'attire pas nécessairement les foules. De ce point de vue, on ne peut que saluer les efforts des professionnels et des industriels, des institutionnels, qui tentent de réglementer, dans le sens de l'amélioration, les activités humaines les plus dangereuses. Ceci se fait à travers un effort de normalisation, dont nous voyons le résultat à travers l'IEC 61511. Il est important de comprendre que cet effort de normalisation se fait à travers un débat contradictoire, faisant la synthèse finalement entre des intérêts divergents qui ne vont pas tous dans le sens de la sécurité. Ces intérêts, comme par exemple la productivité ou le coût des investissements associés à un accroissement de la sécurité, ne sont pas pour autant dénués de sens. Et il est important de trouver le bon compromis qui va permettre aux sites industriels de vivre de manière sûre, mais de vivre tout court. Je peux vous donner un exemple. Qu'est-ce que le coût du développement de 30 boucles au niveau SIL 3 sur un site pétrolier ou gazier par rapport à l'année de retard au démarrage de ce même site? C'est une goutte d'eau dans un océan. La sécurité n'est donc en aucun cas un surcoût si elle est correctement gérée avec des personnes compétentes. Mondialisation des marchés. Quel est l'impact au niveau de la gestion des risques technologiques? Les normes dont nous parlons sont des normes maintenant mondiales. Elles l'ont été dès le départ. Il s'ensuit que tous les grands industriels, les multinationales, connaissent ces normes et les appliquent partout. Le fait est aujourd'hui qu'elles ne sont pas appliquées partout avec le même niveau de rigueur ou le même niveau d'exigence de performance. La mondialisation va donc aller dans le sens de l'égalité entre les hommes face aux dangers sur toute la planète. En un mot, les multinationales vont arrêter de classer SIL 2 dans des pays du tiers-monde des boucles qu'elles classent SIL 3 en Europe.